Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Et voilà, c'est parti pour cette deuxième heure du direct de ce lundi, direct consacré aux élections législatives. Comme toutes les fins d'après-midi de cette semaine, où vous retrouverez les candidates et candidats des 6e et 10e circonscriptions de l'Isère. 10e circonscription de l'Isère dans laquelle nous sommes ce lundi. Nous venons de recevoir, vous l'avez entendu tout à l'heure à 16h, Joëlle Richol, la candidate du Nouveau Front Populaire, qui est venue expliquer un peu le programme de ce nouveau parti qu'est le Nouveau Front Populaire. Et alors là, on se déplace de l'autre côté du curseur de l'échiquier politique et nous recevons Monsieur Thierry Pérez. Bonjour Monsieur Thierry Pérez. Bonjour Monsieur. Thierry Pérez, donc vous êtes le candidat pour le Rassemblement National sur cette 10e circonscription de l'Isère. Une circonscription très convoitée. Alors vous n'êtes que 5 candidats, mais ça reste un enjeu assez essentiel. Vous en êtes peut-être même la preuve, parce que donc vous êtes le patron du RN isérois et vous avez décidé cette fois-ci de venir sur la 10e pour porter les couleurs du RN parce que ça vaut certainement le coup de venir ici. Alors écoutez, absolument. Je tiens juste à vous rétablir un élément de langage. Je n'ai pas décidé, c'est la Commission nationale d'investiture du Rassemblement national qui a souhaité que je sois présent sur cette circonscription. Voilà. Mais vous étiez d'accord. Mais j'étais d'accord. Évidemment. Une circonscription intéressante par sa sociologie, par sa configuration à moitié urbaine, périurbaine, mais aussi extrêmement rurale. Voilà, la ruralité, on va en reparler. Mais alors avec des scores du Rassemblement national extrêmement favorables aux dernières élections européennes, avec des chiffres dans des villes qui sont très souvent au-dessus de la majorité de la moyenne nationale, et des chiffres dans les campagnes qui sont largement, enfin c'est une grande vague en votre faveur. Comment vous l'interprétez ? Bah écoutez, je l'interprète effectivement comme vous l'avez dit, l'ensemble des communes a placé Jordan Bardella en tête aux élections européennes du 9 juin dernier. Je l'interprète comme quelque chose de simple, c'est que la 10e circonscription de l'Isère, c'est une circonscription qui ressemble à la France, qui regroupe effectivement, comme vous l'avez souligné, différents profils d'habitat, de catégories socio-professionnelles, mais finalement des gens qui ont poussé un coup de gueule pour dire ça suffit, stop, ces politiques qui sont menées depuis 7 ans par Emmanuel Macron et bien avant par le président Hollande et même quelque part le président Sarkozy qui a déçu beaucoup même dans son camp. Donc aujourd'hui la France et les Français, beaucoup ne vont pas bien, beaucoup sont inquiets. Et ils sont inquiets sur leur pouvoir d'achat, ils sont inquiets sur la manière dont leur pays, la France, est en train d'évoluer dans le mauvais sens et de disparaître sur plein de sujets. Là où nous étions les meilleurs en matière de santé, en matière d'éducation nationale, en matière même d'économie, on est en train de se déclasser un petit peu plus chaque jour, et les Français se déclassent avec, et les Français ont peur, les Français s'angoissent pour leur avenir, et je pense qu'on est à même de leur apporter des solutions, des propositions, alors qu'ils ne vont pas se faire en claquant des doigts. C'est évident. Reconnaissons que sur tout un tas de sujets, la France est un champ de ruines. Donc, lesquels par exemple ? L'économie avec une dette abyssale, une insécurité grandissante, la santé avec les déserts médicaux, avec les urgences qui ferment de plus en plus. Le groupement hospitalier Nord-Dauphiné annonce pour les mois de juillet-août, même juin, juillet-août, des fermetures des services d'urgence en journée et la nuit pour les adultes. Donc forcément, ça crée c'est anxiogène, ce genre de choses, parce que la santé est un bien commun, et que ce bien commun, on est bien en train de se rendre compte qu'il est en train de s'effriter considérablement. Donc voilà, donc tous ces sujets-là, on essaye d'y répondre, on va essayer d'y répondre, et si les Français nous font confiance, et si les électeurs, en particulier de la 10e circonscription, font confiance au Rassemblement national, en perspective
d'un gouvernement d'union nationale. Je l'indique parce que c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons avec effectivement des gens du Rassemblement national, mais aussi des gens qui viennent d'autres entités qui ont à souhait de remettre le patriotisme, la souveraineté de notre pays, l'ordre de notre pays, qui ont tout ça à cœur. Donc nous travaillons avec toutes ces personnes pour remonter la pente. Vous pensez à qui particulièrement, les Républicains qui vous rejoignent? Je pense aux Républicains qui nous rejoignent, je pense aux Reconquêtes qui nous rejoignent, tous ces gens courageux, parce que c'est pas forcément évident de tourner quelque part un petit peu le dos à leur mouvement, à leur parti d'origine, mais je trouve très courageux de leur part de dire ok, on relève le défi tous ensemble. Et je trouve ça plutôt très prometteur. Alors sur la 10e, il n'y a personne de Reconquête, par contre il y a un républicain en face de vous, Aurélien Leprêtre. Alors écoutez, c'est un républicain ancienne école, un républicain qui fait partie de tous ces républicains qui ont déçu leur base militante et qui, malheureusement pour eux, mais c'est quelque part de leur faute, qui n'obtiennent pas les résultats escomptés dans les différents scrutins. On l'a vu même pour les présidentielles il y a 2 ans maintenant, on l'a vu pour les européennes, avec toutes les qualités de M. Bellamy, il n'a quand même pas réussi à monter très haut. Très bien. Quel est votre principal adversaire, l'ancien député Marjolaine Meunier-Michel? Oui, enfin, je dirais que oui, c'est sans doute le principal adversaire. Maintenant, nos adversaires sont les gens qui n'ont pas compris le message des Français, le message exprimé le 9 juin. Alors très bien, alors dans tout ce que vous venez de nous dire, on a fait presque une sorte de sommaire de tout ce dont on va pouvoir parler. Par contre, j'aimerais revenir à quelque chose, parce que c'est la première fois que vous vous présentez sur cette 10e circonscription. Est-ce qu'on pourrait faire un petit portrait de qui est Thierry Pérez ? Oui, absolument. Thierry Pérez, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis actuellement cadre dans la fonction publique territoriale à Lyon, au conseil régional. Je suis secrétaire général du groupe Rassemblement national. Et auparavant, parce qu'à mon âge, on peut déjà avoir eu plusieurs vies professionnelles, j'étais publicitaire à la base. Voilà, chef d'entreprise dans la publicité. Exactement. Donc voilà, c'est aussi des fonctions qui peuvent rassurer sur souvent, les marchés financiers nous disent, voilà, attention, le Rassemblement national, mais non, il y a des capacités économiques au Rassemblement national. J'ai géré pendant plusieurs années des entreprises qui faisaient entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est joli. Donc pour les compétences, il y a aucun doute. Alors revenons un petit peu à ce que vous disiez. On a parlé de la ruralité. Justement, comment répondre? Parce que ce vote massif pour vous, c'est aussi le vote d'un ras-le-bol de quelque chose de territoire qui souhaite continuer à exister malgré tout. Oui. Alors la ruralité, pour moi, c'est un des piliers majeurs de notre pays, de la France, parce que d'abord, ce sont des gens qui entretiennent, travaillent nos terres, qui nous nourrissent, qui ont une fonction vitale, et ce sont malheureusement des professionnels qui sont très maltraités depuis des années, alors très maltraités à la fois par les gouvernants, de l'autre côté par l'industrie agroalimentaire et la distribution qui, je crois, voit son intérêt et pas du tout celui des producteurs, quels qu'ils soient, qu'on parle des maraîchers, qu'on parle des éleveurs bovins, ovins, qu'on parle des éleveurs laitiers, sont des gens qui travaillent énormément, qui méritent beaucoup plus que le sort qu'on leur a réservé depuis autant d'années. Je reviens juste sur l'histoire du prix plancher, qui est évoqué et qui revient régulièrement au devant de la scène. Les prix planchers, pour moi, c'est une fausse bonne idée, parce que si on détermine un prix plancher, c'est-à-dire un prix auquel on considère que le producteur, celui qui a travaillé, celui qui a entretenu, etc., ça va être un prix finalement d'achat. Et donc ça va être un prix minimum, et je pense que la grande distribution et je pense que l'industrie agroalimentaire va se jeter dessus si c'était mis en place en disant on vous achète au prix plancher. Donc vous allez continuer à gagner pas suffisamment par rapport à ce que vous produisez, par rapport à votre valeur ajoutée. Donc cette histoire de prix plancher est une vraie fausse bonne idée.
Alors qu'est-ce que vous proposez justement pour court-circuiter un peu ça, l'industrie agroalimentaire, les pressions du commerce, pour que les producteurs s'en sortent mieux? Alors, la loi Egalim n'a pas fait ses preuves, nous l'avons vu. Il faut complètement repenser ce système, d'une part. D'autre part, il faut à tout prix soulager, en termes de normes, nos producteurs, nos agriculteurs, parce qu'ils passent finalement plus de temps à s'occuper des normes qu'à s'occuper de leur exploitation. 3, il faut complètement remettre en cause et faire un moratoire, si ce n'est les annuler, avec les traités de libre-échange, parce que faire venir de la viande ovine de Nouvelle-Zélande pour inonder les cantines scolaires de notre pays, ça n'a aucun sens, ni écologique, ni économique, et encore moins patrimonial et souverainiste. Voilà, donc ce sont 3 grands axes pour permettre à nos agriculteurs de vivre, de respirer et de pouvoir se satisfaire et satisfaire leur famille de leur travail. Quant à la transmission patrimoniale des exploitations, là aussi, il y a un travail à faire pour que la fiscalité soit beaucoup plus légère. Je pense que beaucoup d'agriculteurs sont d'accord avec ça. Mais alors, la campagne, la ruralité, c'est effectivement l'agriculture, mais c'est aussi des tas d'autres gens, ou simplement d'anciens agriculteurs qui vivent avec une pauvre petite retraite, et puis c'est aussi une désertification totale, vous le disiez tout à l'heure, plus de services publics, de santé, de médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça va pas être facile de vous répondre en quelques minutes sur le qu'est-ce qu'on peut faire. Les déserts médicaux, c'est effectivement le fruit de l'irresponsabilité des 15-20 dernières années de gouvernance de notre pays. La démographie augmente, l'espérance de vie augmente, alors pas l'espérance de vie en bonne santé, mais l'espérance de vie globale augmente. Pour autant, on forme toujours autant de médecins, ou toujours aussi peu de médecins, j'allais dire, qu'il y a 25 ans. Donc là, déjà, il y a une aberration. Donc il faut remettre vraiment le paquet sur la formation des médecins. Donc encore une fois, c'est sur le temps long, c'est-à-dire qu'il faut 5 ans, 7 ans, 10 ans pour former des médecins qui puissent être opérationnels. Il faut redonner aux hôpitaux, aux services publics hospitaliers, il faut lui redonner des moyens et diminuer la dépense publique administrative dans les hôpitaux au profit de la dépense médicale. Beaucoup trop d'argent est consacré à faire tourner les hôpitaux, entre guillemets, en dehors du personnel médical. Nous avons fait, une proposition, alors qui ne réglera évidemment pas tout, bien évidemment, mais qui est de proposer aux médecins qui ont pris leur retraite de reprendre du service, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, en les exonérant de fiscalité sur le revenu. Alors évidemment, ça ne va pas changer la face du monde, mais ça peut permettre, dans certains endroits, et notamment dans des endroits ruraux, de réintégrer 1, 2, 3, 4, 5 médecins. Donc ça peut être aussi une solution, mais il y a tout un travail à faire, tout un audit à faire. Sur le pouvoir d'achat en général, je crois que les Français aujourd'hui ont bien compris que c'était plus dur aujourd'hui qu'hier, et que si ça continue comme ça, ce sera encore plus dur demain, parce que les salaires sont décorrélés du coût de la vie, ou le coût de la vie est décorrélé des salaires. Je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les choses. Alors, on entend ici ou là, on va mettre le SMIC à 1600. Ouais, très bien, mais qui finance? Les entreprises ne vont pas pouvoir. Et puis, le salarié qui était déjà à 1600, c'est-à-dire qui était au-dessus du SMIC, il va se retrouver au SMIC. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente tout le monde? C'est impossible. C'est démagogique, c'est économiquement totalement injouable. En revanche, il faut travailler sur la baisse des charges pour les entreprises, de manière à ce que les entreprises puissent, sans augmenter leur masse salariale, permettre à leurs salariés d'avoir un reste à gagner, sur la feuille de paye et sur le compte bancaire à la fin du mois, un reste supérieur. Voilà, c'est dans cette direction qu'il faut travailler, donc ça veut dire qu'il faut faire baisser les dépenses publiques, parce qu'aujourd'hui, on a des dépenses publiques qui sont hyper consommatrices et qui pompent tout le monde et qui asphyxient tout le monde. Très bien. Alors ça, c'était la partie rurale finalement, parce que alors la 10e circonscription, c'est pas que la ruralité, justement, c'est ce qu'on disait au départ, c'est une circonscription extrêmement passionnante parce qu'il y a un petit peu toutes les configurations urbaines, rurales, sociologiques, et sur l'autre partie, la ville, vos préoccupations premières vont plutôt vers les questions de la sécurité et vers la question de l'immigration.
Alors tout est important. On parlait du pouvoir d'achat il y a quelques instants, on parlait de la santé, on parlait de l'agriculture et de nos producteurs, de nos agriculteurs. La sécurité, c'est aussi important parce que la sécurité, c'est le quotidien que chacun vit. Et nous observons d'abord une hausse globale des chiffres de la délinquance et de la criminalité. Et les Français ne sont pas aveugles. Et les habitants de la 10e circonscription ne sont pas aveugles du tout. Donc ils se rendent bien compte que ça devient de plus en plus dangereux, pour un oui, pour un non. Par rapport à ça, les Français se disent quoi? Se disent, mais en fait, il y a un laxisme terrible. On lit dans la presse, écrite ou audio, visuel, on lit dans la presse, telle personne a été arrêtée, soupçonnée d'eux, il a 17 mentions à son casier judiciaire. Le Français que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Enfin, il y a un moment où il va falloir remettre un petit peu les choses au point. Alors, quand on dit qu'il a 17 mentions, c'est pas qu'il a volé 17 fois une pomme. Hein. En général, on est sur des délits un petit peu plus importants. Donc, il faut remettre, c'est une proposition du Rassemblement national et de Jordan Bardella, il faut remettre en place les peines planchées, il faut remettre en place la certitude de la sanction, parce que sans certitude de sanction, l'impunité circule à tout va, et on le voit bien, et c'est bien le problème aujourd'hui. On voit des gens qui, même mineurs, qui font de grosses bêtises, qui peuvent être parfois très très graves, mais qui finalement se disent qu'ils ne craignent pas grand-chose. Donc il faut remettre de l'ordre. Voilà, il faut remettre de l'ordre. Les gens honnêtes ont besoin de bien gagner leur vie et de vivre correctement. Les gens malhonnêtes, à un moment, il faut qu'ils soient punis, et ça doit être une évidence pour eux. Et à ce titre-là, pour vous, l'immigration pose souci. Est-ce que réguler l'immigration, c'est aussi réguler des tas de problèmes à la fois sécuritaires, économiques? L'immigration n'est pas, et les immigrés ne sont pas responsables de tous les maux. Soyons bien clairs. En revanche, nous pouvons constater, et il suffit, je discutais encore ce matin avec un policier municipal dont je ne citerai pas la commune pour pas le... Mais il est évident que une grosse proportion des actes de délinquance ou de criminalité, notamment autour de tout ce qui est vol de voiture, tout ce qui est incivilité grave, trafic de stupéfiants, beaucoup effectivement d'auteurs présumés ou jugés, donc qui ne sont plus présumés, sont des gens issus de l'immigration. Donc il faut arrêter de se fermer les yeux là-dessus, il faut arrêter d'être dans le déni et de se dire qu'à un moment donné, l'immigration, quand vous voyez le nombre de personnes sous OQTF qui sont impliquées dans des affaires de viol, dans des affaires de cambriolage en série, etc., je suis désolé. À un moment, les Français ont besoin qu'on les aide, qu'on les mette en sécurité, et tous ces gens-là, c'est non. Donc, soit ils rentrent pas, soit ils rentrent et ils se tiennent bien. S'ils se tiennent pas bien, ils partent. Ça a le mérite d'être clair. Alors, il nous reste 3 petites minutes. J'ai envie de vous demander quelle est votre image du Nord-Isère, un Nord-Isère que, vous savez, à Couleur FM, on aime beaucoup, on en est la radio locale depuis longtemps, et c'est un territoire qui souvent pâtit de ne pas être trop connu, parce qu'entre Lyon et Grenoble, un peu avalé par la métropole lyonnaise comme ça, mais qui a un potentiel énorme. Quelle est votre image que vous portez de ce Nord-Isère? Pour moi, j'ai envie, et ça tombe bien puisque c'est le nom de votre antenne, de votre radio, pour moi c'est un territoire vert. C'est-à-dire que c'est à la fois varié. Alors, moi je suis pas fan des grandes métropoles. Hein. Je trouve que les grandes métropoles sont des lieux de complexité, de la qualité de vie. Enfin, voilà. Donc je trouve ce Nord-Isère plutôt joyeux, plutôt vert. Et j'ai quelque part envie que toute la France ressemble à ce type de territoire, voilà, avec effectivement cette diversité, des villes moyennes, des villages, des étendues de champs, des moments où on est sur la route et pendant 3 km on voit pas une maison. Voilà, je trouve que c'est beau, c'est la France. Voilà, et en même temps bientôt happé par la métropole lyonnaise. Faut-il résister à ça? C'est tout un débat. Moi je pense qu'il faut résister. Je pense qu'il faut résister, et je pense d'ailleurs que l'État, depuis très longtemps, met beaucoup de moyens dans les grandes métropoles, qui deviennent des endroits invivables, pollués, compliqués, etc. Je trouve qu'il faut réfléchir beaucoup de moyens
sur les zones plus rurales, plus vivables. Voilà, vous le vivez dans votre vie personnelle quand vous passez du quartier de Confluence à Lyon au Grésivaudan. Vous devez tester ça tous les jours. Je suis content d'être dans le Grésivaudan. Ouais. Très bien, c'était un joli mot de conclusion. Dans la petite minute qui nous reste, la semaine va passer très vite. Le premier tour, c'est dimanche. Vous avez une campagne au grand galop. On a oublié de partir là-dessus, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup inattendu, même si le Rassemblement national dont vous faites partie souhaitait cette dissolution. Vous avez des rendez-vous, des meetings à venir, des rencontres? Alors, nous faisons des réunions publiques en petit comité, on va dire, par lieu, Villefontaine, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-André-le-Gas, etc. Donc on rencontre les gens par petits groupes. L'idée, c'est pas de faire des grands meetings qui sont très difficiles à gérer. Et puis les marchés. Et puis le collage des affiches officielles, qui est un gros travail qu'assurent nos militants, et je les en remercie vraiment, parce que c'est un gros boulot, surtout que c'est assez souvent arraché assez rapidement, donc il faut recommencer. Il faut passer tout le temps, tous les soirs. Voilà. Et puis donc je vous dis les marchés, et puis du boitage, donc une campagne, on va dire, classique. Voilà, vous avez une adresse, un site internet où on peut suivre vos Non. Chaque militant a son propre réseau social et donne les informations, et ça circule plutôt pas mal. Voilà, alors allez au marché et vous rencontrerez Thierry Pérez très, très rapidement. Avec plaisir. Merci beaucoup Thierry Pérez d'être venu à Radio Couleur, et puis bonne suite de campagne. Ça va être court. Merci beaucoup à vous. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.